Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr et dans ces leçons de philosophie à l'école du Père Marie-Dominique Philippe en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder maintenant un nouveau problème, la question de la critique philosophique. Dans cette leçon introductive, je voudrais analyser ce que c'est que cette critique. Est-ce qu'elle est une partie nouvelle, une huitième partie de la philosophie, ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Alors, avant de se poser ce genre de questions, je voudrais évidemment expliquer ce que c'est que ce regard critique que l'on peut avoir, que l'on doit avoir sur sa propre connaissance. La philosophie, elle vise à connaître le réel. Elle n'a pas d'autre objet. Et finalement, elle est une démarche qui ressemble tout à fait à cette obsession qu'avait Albert Einstein. Il voulait connaître la réalité. Toute sa vie était centrée sur cet unique objectif, connaître le réel. Lui s'était appliqué pendant toute sa vie à connaître le réel matériel, donc la matière, ce qu'on appelle la physique, qui est une partie de la philosophie, effectivement. Il était beaucoup moins passionné par les autres parties de la philosophie, les 6 autres parties de la philosophie qui sont, en particulier, connaître l'activité de l'homme dans son travail, connaître et agir dans le domaine éthique, c'est-à-dire par rapport à d'autres personnes. Sous ce rapport-là, Albert Einstein était même quelqu'un qui sans doute a eu des torts. Il ne s'est pas très bien comporté avec ses proches. Il avait principalement cette recherche spéculative qui prenait toute son énergie. Il y a aussi une connaissance et une action d'ordre politique. Là-dessus, Albert Einstein s'est davantage intéressé, même si sa réflexion était fort idéaliste et qu'il avait du mal à aborder la question du réel pragmatique, bien qu'il l'ait fait à un moment donné, lorsqu'il croyait que le nazisme allait se procurer en premier la bombe atomique et qu'il en avertit le Congrès américain. Dans la philosophie, on veut connaître le réel selon toutes ses dimensions, et donc il y a des dimensions d'ordre spéculatif. Ce n'est plus seulement connaître pour agir, c'est vraiment connaître pour connaître. Et là, c'était un domaine où il se passionnait particulièrement. Donc en particulier, la physique, donc le fait que toutes les réalités qu'on expérimente ont un corps, ça l'intéressait beaucoup. Par contre, le domaine du vivant, qui est moins mathématique, qui est plus souple, qui implique une intelligence différente, ça, il ne s'y est pas beaucoup intéressé. Il y a une science qui étudie l'être humain et aussi les réalités en tant qu'elles sont vivantes. Et puis, le 6e domaine de la connaissance, c'est le fait que les réalités existent, tout simplement. Les étudier en tant qu'elles sont. Qu'est-ce que c'est que exister? Au terme de ces 6 parties de la philosophie, l'homme se pose la question du sens de tout cela, du sens radical. Est-ce que tout cela a été créé? Est-ce que tout cela est voué au néant, ou au moins à la dispersion, tels que peuvent le montrer les physiciens, ceux qui sont en pure physique? Eh bien, Albert Einstein, lui, ne s'était pas contenté de cela, observant un ordre intelligent. Dans la matière qu'il observait, il disait à la fin de sa vie qu'il cherchait à connaître Dieu, sans préciser plus que cela ce qu'il entendait par Dieu. Et sans doute c'était un Dieu non personnel, un Dieu à la manière d'Aristote, le premier moteur de l'univers, celui qui avait mis cet ordre à l'univers. Donc Albert Einstein n'était pas un fervent dans sa religion native, à savoir le judaïsme. La révélation de Dieu, il ne s'y intéressait pas trop. Et cette sagesse qui cherche à savoir le sens ultime de la vie et à connaître l'existence de Dieu, la survie de l'âme après la mort, cette sagesse forme une 7e partie de la philosophie. On le constate, toute cette philosophie que j'ai citée, elle est réaliste. Quand je dis qu'elle est réaliste, ça veut dire qu'elle a une démarche véritablement où elle n'est pas son propre maître. Son maître, c'est la réalité. Et elle peut se servir de toutes les méthodes possibles, sauf évidemment l'opinion non démontrable, comme la révélation. Toutes les méthodes possibles afin d'atteindre ce qui l'intéresse, son objet, la réalité. Évidemment, la question qui se pose dès le départ, dès qu'on commence à rechercher la réalité, c'est de savoir si on peut l'atteindre vraiment et jusqu'à quel point on peut l'atteindre vraiment.
En effet, s'il était absolument impossible de ne rien atteindre de la réalité, si notre pensée était complètement dans l'illusion, eh bien, il n'y aurait pas de philosophie réaliste. Et c'est ce que certains ont soutenu. Certains philosophes, en considérant que la réalité, qui était objectivement devant soi, était toujours perçue à travers un médium, le sujet qui perçoit, en étaient arrivés à dire qu'on ne pouvait absolument pas connaître rien de la réalité. On peut dire que ces philosophes-là avaient mis à la base de leur recherche la question de la critique. Et leur question critique consistait à suicider dès le départ la possibilité même de faire une recherche en philosophie réaliste. Cependant, soyons justement réalistes. Avant d'aborder la question de savoir si, on atteint quelque chose du réel, il est évident que de manière primordiale, et c'est ce qui se passe chez les petits-enfants, on commence par connaître le réel. On a une attitude d'ouverture par rapport à nos sensations. Le petit enfant, au départ, il perçoit des taches de couleur. Et il ne se pose pas des questions critiques. Mais on dira, il ne fait pas de philosophie, il est dans la perception pure. Oui, mais quand, au bout d'un certain temps, il progresse et qu'il se met à poser des questions, juste avant l'âge de raison, et pourquoi ceci, papa, et pourquoi cela, papa, eh bien, il n'est pas dans la critique, il est d'abord dans la confiance. On lui donne des explications, et il y a comme une enfance de la pensée qui fait qu'on fait confiance. Ce n'est que dans un deuxième temps, en général lorsqu'arrive l'adolescence, ou lorsque le père a fait des erreurs manifestes, en manifestant le réel, ce n'est que dans un deuxième temps, dans l'adolescence de la pensée, donc lorsqu'elle se fortifie un peu, que le jeune va se poser des questions sur la certitude de ce qu'il a constaté. S'il n'avait absolument encore rien perçu, s'il était un peu comme dans la caverne de Platon, tourné vers le fond de la caverne avec uniquement des ombres, on pourrait dire, de manière plus rapide, que la critique pourrait être première. Mais là, concrètement, ce qui s'est passé en premier, ça a été de percevoir des choses. Et même dans la caverne de Platon, Platon le dit, un homme qui serait face à des ombres, projetées en fait par des gens qui passent devant la caverne, et le soleil projette leur ombre devant ce monsieur qui n'a jamais vu le soleil. Eh bien, d'abord, il croit que ces ombres sont la réalité. Et ce n'est que dans un second temps qu'il se pose la question de sa science. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est superficielle? Donc je dirais que même dans le mythe de Platon, la question critique est seconde. Elle apparaît parce que d'abord, on a une connaissance. Alors, évidemment, il s'avère que j'aborde comme dernière approche, au terme d'une recherche philosophique à l'école du père Marie-Dominique Philippe, j'aborde la question critique. Est-ce que j'ai raison de le faire comme cela? Non, en réalité non. Je le fais parce que c'est pratique, de mettre effectivement un tiroir, entre guillemets, où vont se ranger toutes les questions critiques. Dans la réalité, la critique n'est pas une partie à part de la philosophie, mais elle intervient partout, tout au long du développement de la philosophie, mais en second lieu. Je veux dire par là que d'abord je connais quelque chose, puis, immédiatement, à chaque étape, je dois me poser la question de la certitude de ce que j'avance. Je dois toujours confronter au réel ce que j'avance et me demander de quelle manière ma connaissance, mes sens, etc. modifient l'objectivité de la connaissance. Donc, ceci manifeste que la critique n'est pas, au sens propre, une partie de la philosophie, mais elle est, tout simplement, dans toute la philosophie, présente, comme un regard rationnel, parce que on peut douter de soi, mais on ne peut pas mettre le doute en premier. C'est ainsi que, par exemple, chez Aristote, il n'y a pas de traité de critique à part. Il y a bien un traité de logique. Logique, c'est l'instrument qui permet de penser. Donc on apprend à bien raisonner, à ne pas faire des raisonnements qui marchent sur leur tête, comme on pourrait dire. Donc ça, il le développe dans un livre qu'il appelle l'Organon. Par contre, sa pensée critique n'est pas à part. Elle est présente
tout au long de son œuvre lorsqu'il se pose des objections par rapport à ce qu'il avance. Face à Platon, par exemple, qui lui avait élaboré une théorie comme quoi l'homme connaissait tout à sa naissance parce qu'il avait eu une vie antérieure et qu'il avait été condamné, suite à un péché originel, à vivre dans un corps pendant un certain temps. Donc face à Platon, qui disait qu'en fait toutes nos connaissances étaient simplement des réminiscences, on remettait à la conscience des choses qui étaient présentes en nous inconsciemment, là, Aristote avait développé une critique en se demandant comment se faisait-il que la démonstration de Platon, pour ce fait-là, ne marchait pas. Platon prétendait que, en prenant un petit enfant de 5-6 ans, on pouvait arriver, en lui posant des questions judicieuses, à lui faire poser des conclusions extrêmement scientifiques qui étaient au-dessus de son âge. Et ça lui semblait montrer, justement, qu'il y avait, comment dirais-je, une vie antérieure. Aristote démontre qu'en fait, c'est tout simplement par la logique. C'est-à-dire qu'en donnant dans la question les prémices de la réponse, bien l'enfant va trouver la réponse. Si par exemple je dis à un enfant « Regarde, tu sais bien, tout homme sans exception est mortel. Or toi, qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es un être humain ?» L'enfant va répondre « Oui. » Donc, à ton avis, est-ce que tu es mortel? Ben, l'enfant va répondre « Oui. » Alors Platon va dire « Voyez, il sait, alors qu'il n'a jamais expérimenté la mort. Il sait qu'il est mortel, c'est donc qu'il l'a su avant d'être condamné à vivre dans ce corps. » Aristote montre l'inverse, et là, il fait une démarche critique. Cependant, la philosophie réaliste, ça ne consiste pas à passer son temps à s'opposer à des penseurs qui ont précédé et qui ont pu dire des bêtises. La philosophie réaliste, je le disais, elle a comme but la connaissance de la réalité en premier. Et ce n'est qu'en passant, parce qu'on lui présente des objections à cause de ce grand maître qu'est Platon, que Aristote est contraint de faire, comme on pourrait dire, un annexe à sa recherche sur la connaissance humaine. Juste après la mort d'Aristote, il y aura en philosophie grecque quelqu'un qui mettra la critique en premier. C'est un monstre philosophique, on pourrait dire, qui apparaît et qui est réapparu à notre époque moderne. Il s'agit du pyrrhonisme. Le pyrrhonisme, c'est un scepticisme absolu. Ce sont des gens qui sont là et qui disent « on ne peut absolument atteindre aucune vérité. Notre connaissance en est incapable. On ne connaît que sa propre perception, et c'est tout, pas plus que cela. » Il est possible que le scepticisme des pyrrhonistes vienne d'une réaction à la passion qu'avait à l'époque la Grèce, à la suite d'Aristote, pour la recherche de la vérité. Souvent, quand on passe trop de temps dans sa jeunesse à faire quelque chose, quand on le fait avec excès, il peut y avoir une réaction inverse qui dégoûte de cette recherche pour se donner à autre chose. Si on prend l'exemple du Moyen-Âge et de la Renaissance dans les pays chrétiens, après saint Thomas d'Aquin, dans les successeurs qui enseigneront la philosophie à la Sorbonne et dans d'autres universités européennes, on verra disparaître toute notion de critique. Je veux dire par là que, très souvent, on fait de la philosophie comme on fait de la théologie. Ça veut dire que, lorsqu'on est confronté à la recherche sur une réalité qu'on pourrait expérimenter, on préfère l'autorité de l'auteur imbattable, le philosophe, Aristote en l'occurrence, pour ceux qui suivront saint Thomas d'Aquin. On raconte l'anecdote suivante d'étudiants qui voulaient savoir en biologie combien de dents avait une vache. Eh bien le professeur, il alla voir dans Aristote. Et l'élève, paraît-il, qui lui opposa le lendemain qu'il était allé voir dans la bouche d'une vache, se fit rudement rudoyer. Parce que l'autorité d'Aristote était première, elle ne pouvait pas être comme ça bafouée, et que c'était un petit orgueilleux à passer outre le grand maître. L'absence de critique absolue qui est là est un problème, un véritable danger pour l'intelligence. En fait, c'est une confusion méthodologique entre la théologie révélée, qui effectivement fait confiance à une autorité, l'autorité qui vient du ciel, dans un acte de foi, et puis la démarche philosophique qui, elle, est fondée sur l'expérience, donc qui fait confiance au réel, avant de faire confiance à des auteurs. Eh bien, évidemment,
face à un tel excès, face à une telle décadence de la pensée philosophique, il y eut une réaction. Et la réaction, celui qui l'introduit, c'est Descartes. Descartes, au départ, il n'est pas comme Pyrrhon dans une réaction passionnelle de rejet de toute vérité. C'est pas ça son problème. Lui, il veut, comme mathématicien, comme scientifique, démontrer de manière définitive que ce qu'on perçoit avec ses sens existe réellement et que nos sens ne nous trompent pas. Seulement, il n'est pas un homme réaliste, il est un homme qui réfléchit dans son esprit. Il vit d'ailleurs, il réfléchit, il fait ses livres enfermé dans son poêle pour avoir bien chaud. Le poêle, c'est évidemment une pièce chauffée. Et il élabore des raisonnements. Et son premier raisonnement, son premier doute, son première démarche, consiste à douter de manière absolue de tout ce que ses sens lui disent. Il dit ceci: qu'est-ce qui me prouve que je ne rêve pas? Peut-être qu'il y a un petit diable qui, quelque part, met sans arrêt devant mes sens des réalités pour me faire croire qu'elles existent. Donc, je dois douter. Et après, il entreprend sa démarche, qui passe par la découverte de Dieu, pour prouver qu'en fait mes sens ne me trompaient pas, parce que Dieu est bon, et que s'il est bon, il ne peut pas me tromper complètement. Seulement, on le voit, il introduit une nouvelle manière de faire qui n'est pas le réalisme. C'est une manière de faire qui met en premier la critique et qui met en premier la puissance de raisonnement de l'intelligence. C'est une manière de faire qui aura malheureusement des successeurs sans qu'il l'ait voulu, à savoir des gens qui établiront des théories dans leur intelligence, des théories parfaitement logiques, et qui après, au lieu de la critiquer en la confrontant au réel, iront l'imposer au réel, et si le réel résiste, iront détruire le réel parce qu'il ne correspond pas à leur monde idéal. C'est ce qu'on appelle les utopies, toutes ces utopies du XXe siècle qui ont fait des millions de morts. Si quelqu'un comme Lénine ou Staline avait utilisé une critique philosophique réaliste lorsqu'ils étaient confrontés au fait que leur système ne marchait pas, parce que, en donnant à tout le monde un salaire égal quoi qu'il arrive, ils voyaient, ils constataient de leurs yeux que les gens tiraient au flanc. Quand on créait des fermes collectives immenses, pour produire, ça devait marcher sur le papier, produire de l'agriculture de manière extraordinaire en Russie, et dans une justice sociale. Il aurait pu se rendre compte que lorsque la moisson arrivait, personne n'allait la ramasser si c'était le week-end, puisque de toute façon on serait payé. Et par contre, les petites dachas avec le jardinet de quelques mètres carrés, qui étaient cultivés par l'ouvrier pour sa famille, avec quelques pommes de terre, produisaient plus que toutes les grandes fermes collectives de la Russie. Il aurait pu se rendre compte qu'il y avait un problème, qu'en fait, un homme ne travaille pas pour le collectif, il travaille pour sa famille. Ça lui donne de l'énergie. Et il veut en tirer des fruits. S'il travaille beaucoup, il veut en recevoir un salaire qui correspond. Alors il aurait changé son système. Il l'aurait critiqué. Au lieu de ça, il critiqua l'homme. Et ce sont les procès de Moscou. La critique s'applique à ceux qui sont des traîtres sociaux. Et ils doivent confesser leurs péchés. Ils doivent faire un examen de conscience publique. Et après, ils sont rééduqués et souvent exécutés parce qu'ils sont irrécupérables. On le voit, dans les idéalismes, la critique ne porte plus sur la pensée, elle porte sur le réel. On ne veut pas changer sa pensée, c'est le réel qu'on veut changer. Alors donc, puisque nous sommes dans une démarche qui n'est pas celle-là, c'est une démarche de philosophie réaliste, donc une démarche d'humilité devant le réel. Comment est-ce qu'on peut établir une critique qui soit juste, qui soit saine? Je crois tout simplement qu'au point de départ, il doit y avoir une sorte de démarche enfantine, de confiance, simplement, de notre intelligence dans ses sens. Évidemment, le point de départ est donc un présupposé qui n'est pas scientifique, qui est un présupposé de confiance. Ça n'empêche pas que par la suite, on va critiquer comment dirais-je, cet aspect des sensations. Mais au point de départ, il faut bien faire confiance. Parce que le donné, on le reçoit du réel. Et donc,
au point de départ, il faut faire confiance à la seule manière qu'on a de percevoir le réel, à savoir nos sens. De toute façon, la démarche de philosophie réaliste, puisqu'elle se dit mesurée par le réel, et qu'elle est prête à changer toutes ses théories dès que le réel le lui oblige, eh bien, elle a une démarche d'humilité. Il y a, dans la démarche philosophique, disait un ancien philosophe, un peu l'image du hibou. Le hibou qu'on trouve sur les pièces de 1 euro en grec, en Grèce, parce qu'il est le symbole de la philosophie. C'est un symbole très beau et je voudrais manifester ce qu'il signifie. Le hibou, d'abord, c'est un animal qui ne voit pas de jour, parce que la lumière est trop forte. Eh bien, le philosophe ressemble à un hibou en ce sens qu'il sait parfaitement, dès le départ, très rapidement, sans illusion, qu'il ne pourra pas maîtriser la totalité du réel. Il suffit de regarder simplement la plus petite des réalités vivantes, une amibe par exemple. Une amibe, actuellement, avec toute la science moderne, on ne sait pas comment elle fonctionne. On a décrypté l'ADN de certaines amibes. On l'a mis sur un X, on a des séries de A, G, T, C, etc. qui prennent des pages et des pages, des DVD et des DVD de textes. Et on effleure à peine le fonctionnement. Comment expliquer, par exemple, que lorsqu'elle se divise, l'ADN part d'un côté et de l'autre? Qu'est-ce que c'est que ces petits bras qui divisent cet ADN pour qu'il ne se mélange pas, alors que ce sont des filaments qui font, s'ils étaient à taille, à la largeur de mon doigt, ils feraient le tour de la Terre plusieurs fois. Ils ne se mélangent pas. On ne sait pas expliquer cela. C'est un fait. Comment expliquer que ça se recombine, ça se range précisément sous forme d'une double hélice, sans qu'il y ait de nœuds? On ne sait pas expliquer ça. Donc le réel nous dépasse complètement et nous dépassera toujours. Si une simple petite cellule comme ça nous dépasse, à quel point un être humain, des centaines de milliards de cellules, et en plus une vie sensible et une pensée spirituelle, à quel point cet être humain nous dépasse infiniment. Donc, prendre le hibou comme symbole parce que la lumière l'éblouit, c'est, je pense, judicieux. Et ça manifeste l'humilité critique de notre intelligence qui est sans illusion sur sa capacité d'approcher le réel. Cependant, ce hibou, il a 2 yeux. Le premier œil qu'il ouvre, c'est l'œil de la recherche de la vérité. Il n'empêche que même si cette vérité en elle-même est inaccessible au point qu'on ne peut pas la posséder, le hibou peut de nuit l'approcher sous forme d'ombre. Donc il ouvre un premier œil. Et ce premier œil, il regarde autour de lui. Il cherche la souris qui va passer. Et son mouvement, il la voit. Il ne prétend pas que lorsque cette souris passe, il connaît l'essence de cette souris. Mais il en connaît au moins l'existence, puisqu'il voit son mouvement. Et donc il peut voir aussi sa taille. Il faut admettre, avec le philosophe, que même si on ne maîtrise pas la totalité de l'essence du réel, on peut en connaître certains aspects. C'est le premier œil qu'ouvrira le philosophe. Cependant, il y a un deuxième œil qui s'ouvre tout de suite. Et c'est justement l'œil de la critique. À savoir que, très vite, lorsqu'on remarque cette réalité qui bouge au-delà de soi, on a dans l'esprit cette attitude d'humilité qui sait que jamais on ne pourra l'apercevoir totalement dans son essence. Et donc, qui regarde sa propre connaissance, qui analyse ses limites, qui est sans illusion sur elle. Je dirais que le philosophe, finalement, avec ses 2 yeux qui sont en même temps ouverts, il voit en relief, comme le hibou, il ne se trompe pas. Si un des 2 yeux se ferme, ça ne va plus. Si par exemple, l'œil qui regarde la réalité se ferme et qu'on observe uniquement l'œil de la critique, ce sont les démarches des sceptiques qui a priori disent « Oh, puisque tout passe par ma perception, par mes sens qui changent la réalité, je ne peux rien connaître. » Et du coup, il se vautrait dans autre chose. Il ne cherchait plus la réalité. Il tuait, il suicidait, comme le fit Kant, un autre philosophe, mais cette fois qui est moderne, il suicidait la philosophie dès le départ. Si au contraire, on n'ouvre que l'œil de la réalité et qu'on oublie complètement l'œil de la critique, on croit qu'on possède la réalité, on croit qu'on la maîtrise,
parce qu'on en connaît un petit peu la surface. Et on tombe dans un orgueil intellectuel. Je voudrais raconter à cet égard une anecdote qui manifeste comme l'orgueil intellectuel peut, comment dirais-je, guetter le philosophe. Je me rappelle d'une personne, psychologue, qui un jour me disait comme cela, « Moi, il suffit que je parle 2 minutes avec une personne et je connais son comportement entièrement, je sais ce qu'elle fera, je sais exactement quel sera le devenir de sa vie et tout cela. » Moi j'étais jeune quand elle m'avait dit ça et j'avais eu des doutes. Je m'étais dit, c'est pas possible. Les personnes montrent un extérieur. Elles ne se dévoilent pas comme cela. Il faut plus que 2 minutes, il faut quelquefois toute une vie pour connaître la réalité d'une personne. Mais je n'étais pas philosophe, j'étais intuitif. Et malheureusement, je vis la démarche à laquelle aboutit cet orgueil intellectuel de ce psychologue. Il recevait des personnes fragiles et un jour, utilisant un peu brutalement sa médecine, donc sa connaissance, il envoya des vérités à une personne, des vérités qui étaient peut-être fausses, en tout cas trop brutales à une personne qui alla se suicider. Et là, cet homme-là, qui n'était pas entièrement orgueilleux, eut un tel choc de ce qui s'était passé, qu'il renonça pendant un certain temps à son métier pour se remettre en cause. Et il commença à ouvrir l'autre œil de nouveau, l'œil de la critique, par rapport à son propre jugement qui était trop fier, trop orgueilleux, parce qu'il maîtrisait trop, sans doute, des raisonnements. Il était brillant, mais il allait trop vite, en croyant que son raisonnement était adéquat à la réalité. Cette analogie du hibou et de ses 2 yeux, les 2 yeux de la philosophie, montre bien aussi que l'œil critique n'est pas premier, que l'œil de la connaissance qui atteint le réel est premier, mais que l'œil critique lui donne son relief. En quelque sorte, c'est l'œil critique qui, en collaborant à la recherche de la réalité par l'œil objectif, celui qui atteint le réel, lui donne son relief et lui donne un âge adulte à la pensée. Si on n'a pas de critique sur sa connaissance, on est un petit peu naïf. La naïveté peut être nuisible à la recherche de la vérité, parce que on peut très bien prendre une donnée de nos sens et son interprétation comme étant absolument vraie, alors qu'en fait nos sens nous font apparaître une image qui n'est pas une réalité. Prenons un exemple. Si je vois la lune dans le ciel, eh bien, instinctivement, au point de départ, j'imaginerais que c'est un cercle qui est situé, mettons, à 3-4 km dans le ciel, et qui est fait d'un ballon qui est collé là-haut, et qui est éclairé par le soleil. Mes sens ne me donnent pas une vision fausse, falsifiée de la Lune, mais c'est mon intelligence qui, en interprétant naïvement, sans avoir le sens critique que pourra lui apporter un instrument de vérification, c'est mon intelligence qui a interprété mal les choses. Lorsqu'on adjoint à cela, dans un second temps, le premier temps étant d'avoir vu la Lune, évidemment, mais dans un second temps, une critique sur sa connaissance, si on se dit que peut-être que la distance peut troubler, et on peut faire des expériences, à savoir un objet dont on connaît la taille, on le met à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, etc. Et on voit bien qu'il diminue de taille. On peut sans doute en déduire que la Lune pourrait être à des milliers de kilomètres, mais être très grosse. Toujours est-il que c'est bien la critique qui, là, a permis à la science de sortir de cette erreur et de croire que la Lune pouvait être un corps très proche, fixé sur un ciel fixe, comme le pensait Ptolémée. Et Aristote avait repris cette théorie. Alors, pour conclure, quel est l'objet de la critique? L'objet de la critique, c'est donc, ce n'est pas directement la connaissance du réel, mais c'est la vérification de la validité de cette connaissance. Et la critique est au service de l'objet principal de la philosophie qui est la connaissance du réel. Et c'est pourquoi elle n'est pas une partie de la philosophie en elle-même, mais elle est comme un éclairage de la raison sur toutes les parties de la philosophie. Sa méthode consiste à aller revoir la manière dont j'ai connu cette réalité, à la passer au crible, en analysant les forces et les faiblesses de cette méthode. Sa méthode à la critique consiste à chercher quelle est la meilleure méthode qui permettrait d'approcher le réel, celle qui serait la plus
de ne pas faire d'erreur. Alors quelle sera, en conséquence, la première question que se posera la critique? Eh bien, je pense que, puisque la philosophie, au point de départ, est fondée sur l'expérience, je pense que la critique regardera la validité de cette expérience, ses forces et ses limites. Elle devra donc regarder d'abord nos sens, mais en même temps, parce que l'expérience, ce n'est pas seulement les sens, elle devra regarder l'unité que fait notre intelligence en s'appuyant sur ces sensations. Il peut y avoir une certaine critique des sensations en elles-mêmes. On peut être malade, on peut percevoir des choses que, par exemple, qui n'existent pas réellement. C'est ce qu'on appelle des hallucinations. Mais pour une expérience en elle-même, ce ne sont pas seulement les sensations. C'est l'union de nos sensations avec notre intelligence. Notre intelligence s'appuie sur les sensations et elle est capable de poser un jugement d'existence. Et donc je pense que la première question que doit se poser la critique, c'est justement la possibilité, la qualité de ce jugement sur l'existence des choses. Mais pas seulement sur leur existence, sur aussi leur qualité propre. Lorsqu'on dit « ceci existe » en voyant passer une tache de couleur, est-ce qu'on est sûr de ce qu'on dit? Et lorsqu'on dit « ceci est un chat », donc en posant une quiddité, en identifiant la réalité qui est passée, est-ce qu'on est sûr de ce qu'on dit et dans quelle mesure on en est sûr? Je pense que ce sera la première question de la critique. Évidemment, il y en aura bien d'autres, puisque, comme je l'ai dit, la critique accompagne la totalité de la connaissance philosophique. On peut dire, pour conclure cette leçon, qu'elle est comme un fondement qui permet, lorsqu'on la pratique, la critique, d'avoir confiance, une certaine confiance, modérée, intelligente, dans sa propre connaissance, une confiance humble. Et donc c'est une attitude qui rend adulte celui qui pense.